Bonjour à tous et à toutes, salut la communauté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Vagabondage nordique à destination des marcheurs nordiques passionnés. Je suis David Deguel, encadrant en montagne, instructeur et compétiteur en marche nordique, mais aussi accompagnant en VTT, vélo. J'ai à cœur de rester performant le plus longtemps possible en prenant en compte mes objectifs et mon potentiel personnel. Pour cela, je m'intéresse à la nutrition, à la préparation physique et préparation mentale. Vous pouvez retrouver mes aventures sur nordicwalkingadventure.fr ainsi que mes stages et séjours. Tous les 15 jours, je vous offre une nouvelle carte postale pour rencontrer une destination. J'accueille pour cela un ou une invitée, tout comme moi, amoureux de belles gestuelles, d'envie de progresser et de se faire surtout plaisir en marchant. J'espère que cette nouvelle carte postale enchantera votre cœur et vous touchera comme moi. N'oubliez pas de laisser un commentaire et une note pour faire progresser ce podcast et la communauté de la marche nordique. Bon épisode. Alors Fred, comment tu vas? Eh bien, écoute, je vais plutôt pas trop mal. Euh, Ouais, Cette année, c'était une année plutôt soft pour moi. Je continue à m'entraîner, bien sûr, mais j'avais pas de oui. super défi en vue, donc je me suis contenté de quelques marathons. Et là, la semaine prochaine, je réalise un 56 km nocturne en marche nordique, avec D'accord. 10 km de sable, quelques kilomètres de dunes sur le Ouais. littoral, et puis 30 ou 40 kilomètres de chemin, et voilà. Est-ce que, Donc ça, c'est pas pour nos mal. auditeurs qui n'auraient pas suivi la saison 1, juste, est-ce que tu peux te représenter rapidement quand même, Fred? Parce que même si on a déjà fait un épisode et que là, on va reposter une nouvelle carte postale suite à une de tes aventures en marche nordique, est-ce que tu peux quand même te représenter rapidement? Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Frédéric Lefebvre, j'aurai 53 ans bientôt. Ouais, Je suis ingénieur de formation, je suis marcheur nordique ultra. Alors, ouais, certains disent marcheur nordique itinérance. Alors oui, je fais de la longue distance, mais je fais aussi pas mal d'ultra, hein, ouais. dans le désert de Jordanie, sur le semi-marathon des sables, sur des 50, 60, 70 kilomètres, exclusivement en marche nordique. Alors, je suis un Ouais. peu un électron libre de la marche nordique. Les podiums, c'est pas pour moi. Les compétitions non plus. Certains aiment ça. Moi, c'est pas mon truc. Et donc, mon job, enfin, ce que j'aime faire, c'est repousser mes limites toujours un petit peu plus, euh, mais exclusivement en marche nordique. Voilà. Euh, voilà un peu ce que je fais et ce que j'aime faire. Et puis quand même, tu fais partie d'une association autour de Oui. chez toi et tu animes ce club dans lequel tu es. Alors, oui, effectivement, tu fais bien de me le rappeler. Dans la présentation, j'avais un petit peu occulté ça, mais je suis le président fondateur du Billy Berkeley Nordic Walk Association, que j'ai fondé en 2017 parce que je marchais nordique, et puis quelques personnes se sont joints à moi, et puis le groupe a grossi. Certains m'ont dit, bah, tiens, pourquoi t'en ferais pas un club pour faire bénéficier aussi les autres de ton expérience, d'une part. Et puis on a créé ce club qui a pour vocation la réconciliation avec le sport, la lutte contre l'obésité et la sédentarité. Donc voilà. Ouais. Donc on est un club un peu spécial quand même, qui a un ADN, pardon, plutôt longue distance, plutôt trail et ultra trail. Donc on vient pas chez nous pour faire de la promenade, on vient chez nous pour faire de la marche nordique, donc les bases, hein, le geste, la gestuelle, la pratique, mais on travaille beaucoup le dénivelé positif, négatif, et puis le chemin, et puis la capacité à repousser un petit peu ses limites d'année en année. Voilà, voilà un peu Tu, l'ADN de notre club. toi, tu vas chercher souvent l'endurance dans la marche nordique, là, hein. Oui, on va, tu vois, là, je me prépare sur un 56 km la semaine prochaine, mais effectivement, ce que j'aime le plus, c'est repousser un petit peu les limites, et puis secrètement, enfin, c'est plus un secret, mais secrètement, j'aime marcher dans le sable. Et le désert du Wadi Rum a laissé une empreinte chez moi très forte. Ouais. Et là, on se retrouve pour cette saison 2 du podcast Vagabondage nordique et je suis Oui. très heureux de t'accueillir une deuxième fois.
Et peut-être même il y aura peut-être une troisième s'il y a une aventure encore. Mais justement, on est là pour parler de ta dernière aventure en Jordanie. Tu vas nous poster une belle carte postale sur cette destination. Oui. Très belle destination, d'une part, hein, c'est un petit peu le berceau de l'humanité, hein, berceau Ouais. de l'humanité avec les Nabatéens. Mais au-delà de ça, je me suis engagé effectivement sur ce trail qui était à l'origine, enfin, qui est à l'origine réservé aux trailers et ultra-trailers. Et il a fallu montrer patte blanche pour pouvoir s'inscrire parce que en qualité de marcheur nordique, c'est pas toujours simple de faire valoir ses compétences et ses actions. Mais pour le coup, l'organisateur a été super cool, Franck Viandier, qui nous a ouvert la porte et nous a accueillis à bras ouverts sur cette aventure qui a laissé une empreinte indélébile chez moi parce que c'est vraiment une aventure difficile, bien sûr, mais tellement enrichissante et tellement belle que ça occulte totalement la difficulté. J'ai pu avoir l'honneur et le privilège de marcher avec des trailers, des ultras, de véritables ultras, hein, des gars qui se sont alignés des gars et des dames hein, aussi, qui se sont alignés sur la ligne de départ pour faire 187 km. Alors moi, je me sentais tout petit avec mes 100 km en vue là dans le désert et, et, euh, et j'ai rencontré des gens hyper sympas et d'une gentillesse exemplaire, d'une bienveillance terrible et le tout recouvert d'une humilité très forte qui fait que bah, on ne peut qu'apprendre et évoluer avec ces gens-là. Voilà. Tu n'étais pas tout seul sur cette aventure. Ta compagne t'accompagnait, c'est ça? Elle était Et alors là, elle était voilà, avec toi? la particularité, c'est qu'effectivement, dans cette aventure, je n'étais pas seul. J'étais accompagné de mon épouse. Nous l'avons fait à deux. Mon épouse est également marcheuse nordique ultra trail. Ouais. Ce que je fais, on le fait en général tous les deux, que ce soit sur le semi-marathon des sables, que ce soit la semaine prochaine sur le 56 km, que ce soit sur un 100 km, elle m'accompagne. Alors la Ouais. particularité cette année, c'est qu'elle n'a pas pu, enfin, en tout cas pour la Jordan Race Adventure, elle n'a pas pu s'entraîner comme elle aurait dû le faire. Hmm. Elle a eu 3 hernies discales sur une année, donc imagine bien que trois Ouais. hernies discales pour les entraînements d'une telle aventure, bah, c'est compliqué. Elle s'est quand même alignée et nous avons passé la ligne d'arrivée ensemble. Magnifique, magnifique. Donc Alors, effectivement, au classement, on est ex aequo tous les deux parce qu'on a passé la ligne d'arrivée ensemble sur les différentes étapes. Donc voilà, c'était génial. mais comme tu dis, c'est ce qui compte, c'est le cheminement plus que le résultat. C'est bah, de toute façon, dans mon cas, c'est avant tout le cheminement plus que le résultat. Alors évidemment, quand on est sur une ligne de départ, c'est pour passer celle de l'arrivée, évidemment. Mais peu importe le classement chez moi, c'est le cheminement, c'est l'accompagnement, c'est l'entraînement qu'il y a avant et tout ce qui va avec. Et pour le Hmm. reste, après, ben, je serais tenté de dire, comme dans le désert, je l'ai souvent entendu, Inch'Allah. Hmm. Voilà. Alors, tu sais, on va ouvrir cette grande fenêtre et j'aimerais à ce moment-là que tu nous dises qu'est-ce que tu as vu tout au long de ces 180 kilomètres. Alors, c'était pas 180 km, hein, c'était 100 Moi, je me suis engagé sur le 100 km. 100 kilomètres, bah déjà, Ouais, ça, hein, c'est le, déjà. c'est déjà, c'est déjà Peut-être pour une prochaine, un sacré 180. parcours. Mais alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des endroits magnifiques. Déjà à l'atterrissage, on est au Moyen-Orient. Ouais. Les senteurs ne sont pas les mêmes, la langue n'est pas la même, les coutumes ne sont pas les mêmes. Donc là, on se dit bon, ça y est, là on y est. Il y a eu des heures de préparation. On est parti. Tu sors de l'avion, tu sens déjà cette chaleur écrasante. Tu fais les formalités administratives qui ne se font pas comme dans tous les aéroports normalement. Hein. Je te le rappelle, on est dans un pays qui s'appelle la Jordanie, entouré par des pays comme Israël, l'Égypte et d'autres, avec des frontières qui peuvent être parfois un peu, enfin en tout cas avec des pays qui l'entourent un peu
un peu compliqué, avec une géopolitique un peu Mm. compliquée. Donc tu sens bien qu'il y a une petite pression, hein, et il ne s'agit pas de moufter, de faire n'importe quoi dans l'aéroport, on prend ton passeport, et puis voilà. Le ton est donné, on te le rend après, bien entendu, mais le ton est donné. Et puis petit à petit, ça arrive de partout dans le monde, hein. On a eu une traileuse ukrainienne, et puis il y a plusieurs nationalités. Ils débarquent tous de l'avion, on est tous réunis à un même endroit, ils sont tous affûtés plus les uns que les autres. Et là, on se dit, aïe, 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 qu'est-ce que je fais ici? euh, et puis, très rapidement, les barrières tombent. À partir du moment où tu avances vers les gens te parlent, rigolent, on se détend. Et puis voilà, on monte dans le bus, et puis on part vers notre hôtel. Nous sommes installés dans une tente bédouine pour la première nuit. Et puis, autant le jour il fait très chaud, autant la nuit il fait froid. Donc la première nuit a été Mm. compliquée parce que on sent la tension qui monte, on sent l'appréhension. Et puis moi, quelle appréhension, parce que la dernière épreuve de cette nature, c'était le semi-marathon des sables où je me suis blessé, où je me suis fait une entorse de la cheville gauche au 85e kilomètre, quasiment à 15 kilomètres de l'arrivée. Donc, imagine bien Mm. que ça pèse moralement et mentalement. Puis, Mm. là, je ne peux pas la rater, donc il faut pas que je me retorde la cheville, il faut pas que je me déshydrate, il faut pas que, bah, tu te mets la pression, quoi, ni plus ni moins. Mm. Mais il faut absolument t'en sortir de cette pression parce que il faut penser positif. Un peu de mal à trouver le sommeil, puis finalement tu t'endors, tu te lèves le lendemain, et le lendemain c'est la visite technique, contrôle des sacs. Tu as une checklist, hein, à respecter parce qu'on est quand même dans le désert. Faut pas prendre ça à la légère. Qu'est-ce que vous aviez dans votre sac et le poids à peu près? Alors le poids. Alors déjà il te faut une gourde de. Alors moi j'ai un camelback avec une gourde dans le dos de 3 litres, plus 2 bidons supplémentaires sur l'avant du sac, un Mm. miroir de détresse, une batterie autonome, une lampe frontale, ta montre GPS avec les points GPX intégrés dans la montre avec tout l'ensemble du parcours. Mm. Et puis ce qu'on demande à un trailer, hein, d'avoir dans son sac, hein, ce qu'il faut pour l'alimentation, la nutrition, ce qu'il faut pour en cas de pépin, hein, une couverture de survie, une petite trousse de secours, puis voilà quoi. Mm. J'ai une question. Est-ce que tu Oui. as emmené tes bâtons et quelle a été justement un peu bah, tu sais la réaction des trailers parce que des fois tu sais on voit un peu des trailers qui sont un petit peu pas forcément réticents à avoir des marcheurs nordiques à leur côté, mais on va dire qu'ils sont pas forcément toujours enclins à beaucoup aller vers les marcheurs nordiques, quoi, on va dire. Oui, oui, je comprends très bien ce que tu veux dire. Là, on arrive chez des trailers qui sont vraiment dans l'extrême. Là, on est véritablement dans l'ultra. Alors, effectivement, le jour de la visite médicale, enfin du contrôle technique, on est tous voilà, on attend chacun notre tour de passer devant le contrôle et puis le médecin. Donc, on discute. Alors, et puis on se juge, enfin, on se juge pas, mais on se jauge, pardon. Et ah Hmm. ben t'as fait quoi toi? Ben moi je fais ça, et puis voilà. Et toi? Ben moi je suis un marcheur. Ah ouais. Mais tu vas le faire, tu vas tout faire en marchant? Ouais, 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 je vais tout faire en marchant. Et quelques-uns disent, ouais, ouais, moi je le connais, j'ai déjà vu, enfin, quand on dit qu'il marche, quoi, mais c'est pas la marche comme vous l'entendez. Et finalement, ils sont très curieux. C'est plus de la Hmm. curiosité. Il n'y a jamais eu un trailer ou une traileuse qui a tenté de nous toiser ou quoi que ce soit. Au contraire. Au contraire, dès les premiers kilomètres, quand on s'est retrouvé dans les dunes, et même tout le long de l'épreuve. Ça, c'est ma spécialité, monter dans les dunes avec les bâtons euh, Mhm. et les doubler. Moi, je m'en rends pas compte parce que je suis dans ma course, je suis dans ma bulle. Donc, je marche, j'envoie du steak, comme disaient les autres.
Et puis, je me rends pas compte que parfois je les double. Et parfois même, ils me parlent, mais je leur réponds pas. Parce que je les entends pas, en fait. Je le fais pas exprès, je suis dans ma bulle. Et au checkpoint, ils me disent, mais putain, tu nous as même pas, tu nous as... Alors, on sait pas comment on doit le prendre, mais tu nous as même pas entendu quand tu nous as doublé, on t'a interpellé, tu nous as fumé. Tu nous as fumé, ton truc. Alors, c'est sûr qu'après, ils me redoublent parce que ils repartent en courant, mais et au checkpoint, ils me disent, mais putain, des bâtons, là, qu'est-ce que t'as mis dedans? Parce que c'est vraiment ça qui te fait avancer. Et là, quand tu leur expliques, ils sont sur le cul parce qu'ils utilisent les bâtons, enfin, ils se servent des bâtons, mais ne savent pas forcément les utiliser. Encore ce matin, tu vois, Ouais. j'ai fait un petit 14 kilomètres avec 6 ou 700 mètres de D+, et D-. Mhm. Donc sur des pentes à 40 degrés, parce que chez nous, on Mhm. monte les terris, donc c'est des pentes entre 33 et 42 degrés, tu vois, donc Mhm. tu fais monter le cardio très rapidement. Hein. Donc ça fait 100 mètres de haut, un terri, et on s'amuse Bah oui. à le monter et à le descendre une dizaine de fois dans la matinée. Donc Mhm. ça envoie du steak. Et ce matin encore, je voyais des trailers sur la montée, je les ai doublés, mais bah, je vais pas dire facilement, mais les mecs, ils savent pas se servir des bâtons. Et au sommet, ils me disent, mais comment tu fais pour marcher aussi vite avec des aussi petites jambes? Je rappelle que je fais 1m69. Donc voilà, et je leur dis, mais ça n'a rien à voir forcément avec la foulée, c'est la propulsion qui génère la vitesse, donc voilà quoi. Et donc la même chose avec les trailers et ultras de la Jordanie, et le soir de la première étape, forcément, on est, je vais pas dire le centre d'intérêt, mais on vient te voir en disant, tiens, tu peux m'expliquer comment ça fonctionne ton truc là, parce que finalement, ça a pas l'air déconnant. On t'a vu marcher aujourd'hui, et à mon avis, les bâtons, je sais pas les utiliser. Et je te confirme, tu sais pas les utiliser. Et ça c'est le pied, ça c'est un pied extraordinaire. Ce sont des mecs qui ont des milliers de kilomètres dans les jambes, qui font des trucs de dingue, et ils viennent te voir. Tu peux m'expliquer s'il te plaît? Waouh! Et là, Mhm. tu te dis, ouais, c'est génial. Ces mecs, ils ont Mhm. tout compris, quoi. C'est de Mhm. l'humilité en barre. Peu Mhm. importe, on ne sait pas tout. Alors, quand on sait Mhm. pas, on demande, et puis voilà, quoi. Et ça Mhm. c'est génial. Si je dois retenir des choses de cette expérience, c'est ça aussi. On a tendance à mettre les ultra trailers sur des piédestals, et à juste raison, hein, parce qu'ils font des trucs extraordinaires. Mais ils sont tellement pétris d'humilité que ces gens-là, ils sont formidables, quoi. Formidables. Ouais. Ceux que j'ai rencontrés étaient formidables. Mhm. Donc voilà. Et la première étape était faite que de sable, c'était Alors, que la de la première dune, étape. comment ça s'est organisé? Alors, la première étape est une étape de 25 kilomètres, donc on se lève très tôt. On prépare, on prépare ses affaires le soir, ses chaussures, ses chaussettes. On prépare ses petits pansements parce on va souffrir quand même. Hein, donc, on prépare, Mhm. on vérifie la checklist de sa trousse de secours. On regarde si tout est en ordre, si sa batterie autonome est bien chargée, si sa lampe frontale est bien chargée, enfin, on vérifie les tissus, s'il n'y a pas de problème sur les t-shirts avec les petites fermetures de ci, de là. Et on commence à se mettre dans sa bulle. Et c'est là où on commence à mesurer toute l'ampleur de la difficulté que nous allons traverser. Donc, première épreuve, 25 kilomètres. On se lève à 5 heures. Mon épouse et moi, on est dans la même tente bédouine. Et puis, on est chacun dans notre bulle. Voilà. Chacun prépare ses affaires. L'un dit à l'autre, t'as bien pensé à prendre ta barre de pain du montagnard. Enfin, voilà. On vérifie par croisement, si on n'oublie rien, si on est à fond. Et puis on part avec les autres trailers au petit déjeuner. Et là on sent qu'on est au début, tout le monde est concentré. C'est assez calme. C'est même presque angoissant parce qu'on se dit waouh, là ça y est, là on y est. Il y a plus personne qui parle, tout le monde rentre dans sa bulle, tout le monde est prêt à en découdre, à souffrir, et ne voit que dans sa tête la ligne d'arrivée de la première étape. Première étape de 25 kilomètres qui partira de Petit Pétras pour arriver 25 kilomètres plus loin, après Pétras, et en passant sur le site, en passant par le monastère. Donc c'est une épreuve qui sera 50-50, 50% chemin et escalier. C'est
une étape assez aérienne en flanc de montagne. Il va falloir gravir 3000 marches pour aller jusqu'au monastère de Petra. Euh, c'est le matin, il fait déjà assez chaud, le soleil se lève, les couleurs du désert sont juste magnifiques. Le sable change de couleur en fonction des variations et de l'avancée du soleil. Les premières difficultés ne sont pas se font sentir très rapidement, hein. On est quasiment à quelques 1 ou 2 kilomètres du départ et déjà on commence à monter les marches. Alors des marches centenaires, que dis-je, millénaires, donc pas régulières, à flanc de montagne, avec parfois des petits précipices sur le côté. Donc on fait super gaffe. Ça monte, ça descend, c'est pas régulier. Le cardio est sollicité, il fait très chaud déjà. Et on pompe déjà dans la flotte, hein, parce que il s'agit pas de se déshydrater dès les premiers kilomètres, ça serait dommage. Et il faut grimper les 3000 marches. Et ça, c'est un exercice compliqué. Et je me dis, vu la topographie, parce qu'on nous a filé les courbes la veille de la topographie que nous allons avoir sur les 25 premiers kilomètres, les 3000 marches, c'est rien. On passe dans le site de Petra, on arrive au monastère, donc on prend quelques photos. Heureux d'avoir fait cette première partie, donc une dizaine de kilomètres. Il nous en reste 15. On n'est pas trop mal, on rigole, on sourit, on s'amuse, on déconne avec les caméras même. Et puis ensuite, on prend une orientation pour gravir l'escalier du sacrifice. Et là, l'escalier du C'est combien sacrifice. de marches? C'est combien de marches? Alors là, c'est un mix de marches et de pentes. Et là, ça n'a déjà plus rien à voir avec l'ascension pour arriver au monastère. On a à peu près, là, on prend un dénivelé sévère sur très peu de kilomètres, mais très, très rapidement. Et là, les organismes sont en chauffe parce qu'on est dans un boyau, hein, on est entre deux parois de montagne et la Hmm. chaleur se fait ressentir. Il est pas loin de 10 heures. Le soleil commence vraiment à taper. Et cette première étape, c'est 37 degrés. 37 degrés qui montent à 40, plus de 40 dans ce boyau. Donc là, les organismes souffrent. Et tu arrives sur une plaine qui est la plaine du sacrifice, une plaine rocailleuse où tu fais un tour sur 360 degrés et tu as une vue magnifique. Et puis, Mhm. il faut trouver la prochaine balise parce que là, nous ne sommes qu'à la moitié de la première étape et il restera 12 kilomètres à peu près à faire. 12 kilomètres en plein cagnard pour le coup et plein de sable. Là, on va rentrer dans la difficulté, dans du sable mou. Et puis les 3 derniers kilomètres, on a une ascension d'une pente à 15 degrés. Et là, on a le soleil au zénith. Et là, les 3 derniers kilomètres ont été un véritable supplice parce que les pieds chauffent, parce que la tête chauffe. Il faut se verser un peu d'eau dans la nuque et sur la tête pour éviter le coup de chaleur, hein. Mhm. Voilà. Et on passe la ligne d'arrivée, heureux de cette première étape. Et puis on se dit, voilà, ça c'est fait. L'après-midi, il va falloir regagner le deuxième point de départ qui se fera en bus parce que là, on aura 3 heures de bus pour aller rejoindre le désert du Wadi Rum parce que le site de Petra ne se trouve pas sur le désert du Wadi Rum, hein. Tu as 3 heures d'autocar entre les deux. Ouais. Ce qui ne te permet pas de pouvoir détendre tes jambes parce que tu vas être 3 heures ou 4 heures assis dans un autocar juste après un effort de 25 kilomètres Ouais. et tu pourras juste masser tes jambes le soir dans la tente bédouine pour la deuxième étape du lendemain de 50 kilomètres. Voilà. Voilà la Ouais. première photographie de la première étape. Ah ouais. Donc, tu as eu assez peu de temps finalement pour récupérer entre la première et la deuxième étape. T'as quasiment rien, d'autant que c'est 3 heures d'autocar, plus de 3 heures d'autocar.
Donc t'es un petit peu cassé, et puis les autocars de Jordanie, ce sont pas les super autocars européens, hein. Donc même si c'est luxueux, ben t'as quand même des sièges, un pas de siège qui est assez proche, donc tu peux pas étendre tes jambes, tu peux pas te détendre non plus. Donc il y a eu quelques arrêts pour pouvoir faire quelques étirements, mais ça s'arrête là. Donc le Hmm. soir, il a fallu préparer le 50 km du lendemain, hein, parce que dès la première étape terminée, tu te reconcentres sur la deuxième étape du lendemain. Petit briefing, voilà, 50 km avec 2 checkpoints, donc 2 points de ravito. Le premier à 19 km et le deuxième à 40 km. Donc autant te dire que t'as pas intérêt à te rater dans le remplissage de tes gourdes, et ne rien oublier au niveau de l'alimentation, parce que 50 km dans le désert, quand on Ouais. sait qu'il fera 40, enfin entre 37 et 40 en fonction des endroits, là c'est compliqué, d'autant que sur cette épreuve, c'est du 100% sable. À Et là, 100% sable. c'est du 100% sable. Dès les premiers kilomètres, tu le sens. Mais je reviens à la première étape, heureux Hmm. d'avoir terminé, Ouais. avec une petite appréhension pour le lendemain, parce qu'on se dit, ouais, on a déjà un petit peu morflé aujourd'hui là. Demain 50 km, ça va être chaud quand même, hein. Donc le soir, on a un petit briefing avec les particularités du lendemain, les checkpoints, les directions à prendre, les balises, faut pas se gourer, faut pas se tromper, vérification des montres, vérification du matériel, et puis voilà. Et puis on commence à rentrer dans une routine, dans une gymnastique. Voilà, hier, qu'est-ce que j'ai fait? Je reprends la même checklist et je réitère exactement les mêmes choses pour le lendemain. Je Hmm. prépare mes chaussettes, je prépare mon short, je prépare mon t-shirt, je prépare mon eau, je prépare ma solution saline, je vérifie, enfin voilà, je fais un check des équipements de mon épouse qui vérifie les miens, pour ne rien oublier, ne pas merder, parce que 50 km, ça va être, c'est long. Pour te donner un ordre d'idée, lorsque je marche 50 km dans ma région, Mhm. en nocturne, il y a des courses régulières, hein, je marche avec un dénivelé d'à peu près 5 ou 600 mètres de D+, sur 50 km, donc c'est assez dilué, ça se fait bien. Je mets Ouais. 7h28. Ça te Mhm. fait, ça te fait une moyenne de 7 km/h sur 50 km, Ouais. ce qui est pas mal à tenir quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Et là, j'ai mis 10 heures pour faire l'étape du Ouais. 50 km dans le désert. Donc tu Ouais. vois, Ouais. c'est pas rien. Non, Donc non. le matin, c'est levé très tôt. On part, il fait encore nuit, on a les lampes frontales. On se retrouve, on est un groupe sympathique, on a fait connaissance avec certains, et puis on s'échange les deux, trois civilités qui vont bien, et qui nous font plaisir. Certains ont déjà souffert de la veille, hein. On commence à voir quelques-uns qui boitent un peu, des pansements, des compites, des choses comme ça, voilà. Et puis, on s'aligne sur la ligne de départ du 50 km. Et là, dès qu'on commence à donner le top départ, voilà, on est parti, on est tous heureux de partir. Les trailers partent devant nous, bien sûr, nous fermons le peloton, hein, puisqu'on marche. Et puis, parfois, on double quelques coureurs, quelques kilomètres plus loin. Et puis, on continue à cheminer. Le soleil se lève. Ça, c'est un véritable délice, un véritable régal de pouvoir voir un lever de soleil dans le désert du Wadi Rum qui est magnifique, qui a des couleurs resplendissantes et qui changent tout le temps. On n'a pas l'impression d'être dans un désert tel que nous le concevons. On conçoit le désert souvent comme étant une étendue de sable, oui, ok, Ouais. mais là, tu es entouré de montagnes, de collines, de Ouais. dunes. Enfin, les couleurs changent en fonction des rochers que tu as à côté, parce que quand il y a des tempêtes de sable, le sable étant abrasif, si la roche est rouge, tu auras du sable rouge.
Si la C'est ça, roche c'est est ce que brune, j'allais tu dire. Il y auras, a du voilà, rouge, du noir. Ouais, il y a pas mal de rouge, de noir en Jordanie. Je sais que c'est. c'est ça, c'est ça. Et donc Ouais, le désert change de couleur en fait. ouais, ouais. Puis tu marches, tu vérifies ton tracé GPX, hein, parce que là, il s'agit pas de se planter de quelques degrés sur 50 kilomètres, parce que sinon, le checkpoint, tu vas pas le trouver. Ah bah Euh, oui. donc, faut pas déconner. Il y a 19 kilomètres pour arriver au premier checkpoint, où là, on te donnera une autre direction. Euh, les 19 kilomètres, les premiers kilomètres, les 19 premiers kilomètres, tu sens que le sable est très mou et tu sens que ça va pas être simple du tout cette journée. Donc, tu essayes de lire le sable. Alors, qu'est-ce que Ouais, c'est que lire le ouais. sable? Eh Ça, bien, j'aimerais il bien que faut tu nous en essayer parles. le sable avec le vent peut s'agglomérer et quand il s'agglomère, ça fait des surfaces un peu plus dures. Mhm. Donc, tu t'enfonces un peu moins. Je vais pas dire que tu t'enfonces pas, mais tu t'enfonces un peu moins. Donc, il faut lire au-dessus du sable pour savoir. Il faut très vite le comprendre, ça, parce que tu peux très, très vite t'épuiser. Il faut très vite Mhm. comprendre que il faut pas marcher n'importe où. Et donc, quand tu comprends ça, bah, tu as déjà un petit peu moins de mal à te déplacer. Alors, Mhm. c'est pas simple, hein, mais voilà. Et tu Ça, commences à ça veut voir dire quand même que tu avances pas en ligne droite, en fait. Ça veut dire ça aussi. ça veut dire ça. C'est-à-dire que tu gardes ton tracé, mais tu peux te décaler parfois de 50 ou 60 mètres sur le côté de ton tracé pour avoir du meilleur sable pour marcher, parce que Ah oui. l'endroit qu'on t'indique, ben, le sable est trop mou et tu t'épuises. Donc tu Mhm. chemines comme ça et puis l'organisateur est un peu pervers quand même, hein. Il te met toujours les points de ravito sur une dune. Donc tu peux monter la dune pour aller te C'est ravitailler. c'est pour la vue, ça, Fred. Ouais, bien sûr, ouais, c'est pour que tu puisses bien voir soi-disant le ravito de loin. Et puis quand tu es au ravito, tu as effectivement une superbe vue. Mais en attendant, faut monter cette dune qui est compliquée parce que tu fais 5 pas, tu descends de deux ce ne sont pas les dunes que j'ai par chez moi au niveau du littoral, hein. Ce sont des dunes qui font 30 ou 40 mètres de haut, donc compliqué et toujours plein soleil, donc il n'y a pas d'ombre, hein. Donc Ah ouais. voilà. Tu arrives dans cette tente, tu te poses un peu. Moi, j'ai fait le choix de me poser un petit quart d'heure, donc j'ai sorti mon petit sachet de taboulé que j'ai agrémenté d'avec un peu d'eau pour pouvoir. Voilà, je me suis posé, j'ai vraiment rechargé les batteries. Mhm. J'ai pris le petit coca qui va bien pour m'envoyer un petit peu de glucose, faire monter ma pique d'adrénaline. Et puis, on te donne la consigne. Bon, voilà, vous êtes prêts à repartir? Très bien. Vous voyez là-bas le drapeau, la petite flamme là-bas, à 2 kilomètres? Alors là, oui, je le vois. Alors, tu vas là-bas, et une fois que tu es là-bas, tu fais un 90 degrés à gauche. Il y aura une autre balise et tu suis cet azimut. OK. Donc voilà, quoi. T'as pas intérêt à perdre de vue le petit drapeau le petit drapeau jaune. Une fois que tu arrives aux 2 kilomètres, la consigne est de faire un 90 degrés à gauche. 90 degrés à gauche, effectivement, tu vois une autre balise et tu suis comme ça. Et tu te dis, ouais, bon, pour l'instant, je suis pas trop mal, là, 20 kilomètres, j'avance bien. Et juste après avoir dit ça, tu prends un détour et là, tu as une grimpette, mon pote, qui fait à peu près 1 kilomètre sur 15% à peu près. Même les Mhm. 4x4 ont du mal à monter. D'accord. C'est du sable, hein, ça aussi. Ah, c'est du sable, mais là, c'est du sable, t'en as jusqu'à la cheville. Ah ouais. Et là, tu te dis, ouais, ça va être compliqué, ça va être très compliqué. Et finalement, tu te mets dans ta bulle. Il s'agit pas de gémir, il s'agit pas de subir. Il faut passer de toute façon. Donc que tu le passes en râlant, que tu le passes en ce que tu veux, mais tu dois passer. Donc tu te mets dans ta bulle et puis tu marches. Et puis tu souffres pas après pas. Et puis bah quand ça va plus, tu t'arrêtes un peu. Et puis pas trop longtemps parce que ça chauffe très vite. Et puis finalement, et on l'a avalé cette ascension. Je vais pas dire avec facilité parce que ce serait mentir, mais en tout cas avec Mhm. sérénité, Ouais. sans bobo arriver en haut. Et là, tu t'aperçois que tu es à la moitié de ton étape. Ah ouais. Et tu te dis, bon, il en reste 25.
Ah ouais. Donc, tu es au kilomètre 25. Kilomètre 25, il te reste 15 kilomètres pour arriver au prochain ravito. Ah ouais. Et tu surveilles ton eau. Tu surveilles ta consommation d'eau. Euh, on s'est pris le luxe de s'arrêter ponctuellement 5-6 minutes pour pouvoir manger notre pain du montagnard, tantôt Hum, sucré, tantôt salé, pour pouvoir avoir les apports minéraux nécessaires pour ce cheminement. hum. Et puis, tu bois ton eau, et puis tu bois ta solution saline aussi un petit peu. Et puis t'avances. Et puis, tu arrives au kilomètre 30, et puis au kilomètre 35. Les jambes commencent à se raidir, hein. Je te rappelle que la veille, on a fait 25 kilomètres avec du dénivelé, beaucoup de dénivelé, presque 3000 ou 3005 sur 25 kilomètres, c'est énorme. Donc tu le sens le lendemain, en 35e kilomètre, tu as les ischio-jambiers qui sont un peu durs, les fessiers qui picotent un peu, les Hum. mollets, les articulations qui n'ont pas l'habitude d'être sur du terrain meuble. Donc ça, au niveau des tendons, ça chauffe un peu. Parce que au niveau des tendons d'Achille, je te rappelle que nous avons des chaussures avec des chaps Hum. spéciales, hein, qui sont des chaps de Hum. désert, hein, donc qui entourent la totalité de ta chaussure et qui montent quasiment presque au mollet, hein, donc pour éviter Ouais, que le c'est ça, sable. j'allais dire ça, à mi-mollet, quoi. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça, hein, c'est pour éviter que le sable ne rentre dans ta chaussure et ne fasse des dégâts avec l'abrasion de ta peau contre le tissu de ta chaussure. Ouais, ouais. Donc, en l'occurrence, quant à ça, tu es protégé du sable, mais t'es pas protégé de la chaleur, ça chauffe dans les godasses. Ouais. Donc, faut faire gaffe. Le sable est chaud. Tu sens la chaleur du dessus qui tape dans ta casquette, mais tu sens la chaleur qui réverbe sur le sable et qui t'arrive par-dessous. Donc, contre le froid, tu peux te protéger. Contre la chaleur, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais, puis Et cette chaleur, elle remonte vachement dans les jambes par le sang, en fait. Je sais c'est pas si ça, tu as eu cette sensation. sensation de jambes lourdes, hein, Ouais. alors, tu t'en rends pas compte tout de suite parce que tu penses que c'est le sable. Mais en fait, non, Ouais. non, c'est cette chaleur, hein. Voilà, c'est compliqué le cheminement dans le désert. On connaît pas ça, nous, par ici, parce qu'on marche sur des chemins, on marche en montagne, enfin voilà. Mais la marche dans le sable, c'est une marche compliquée. Euh, et tu chemines, tu arrives au 35e kilomètre, il fait très très chaud. J'ai un relevé à 39 degrés. Donc là, ça Ouais. commence à cogner. Euh, t'as intérêt à avoir une casquette. De toute façon, ne te laisse pas partir si t'as pas de casquette, hein. Si tu remplis pas toutes les conditions de la checklist, tu pars pas, hein. Donc Hmm. c'est une casquette avec une saharienne, ce qu'on appelle une saharienne, hein. C'est-à-dire Ah un oui. tissu qui descend quasiment jusqu'aux épaules, hein, parce que quand t'es dos au Bah oui. soleil, si Hmm. tu te prends un coup de soleil dans la nuque, t'es plutôt pas bien quand même, hein. Donc Ah ouais, ouais. voilà, donc ne pas oublier de quand tu arrives au checkpoint, de trincer la tête, tu vois, pour refroidir un peu et te Hmm. faire couler l'eau dans le dos, entre le sac et le t-shirt, de telle façon de garder un peu de chaleur le plus longtemps possible pour pouvoir te refroidir. Et là, au détour d'une montagne, on prend une direction et là, on voit au loin une dune ocre et au sommet de cette dune, une tente blanche avec des flammes. Et je te le donne en mille, c'est le ravito qui nous ont encore mis sur une. Donc là, on est au kilomètre 40. Là, on Ah ouais. commence à souffrir. Là, Ouais. on commence à souffrir. L'ascension de cette dune se fait en un quart d'heure. Hmm. C'est à la fois long et c'est à la fois court parce que quand on n'a pas Hmm. cette notion du temps dans le désert, gravir cette dune, c'est compliqué. On a souffert. Ouais. On a les 25 kilomètres de la veille et là, on en a 40 en plus dans les jambes. Je bois, je me pose, je mange ma petite barre de céréales. Il y a toujours ce petit cérémonial ce petit rite qui est immuable, qui reste pareil. Je remplis mes gourdes, je n'oublie rien. Je fais une vérification croisée avec mon épouse pour qu'elle n'oublie rien. On veille à ce que chacun mange et boive. Mon épouse est très fatiguée. Hmm. Ça se complique pour elle. Mais elle fait tout au mental.
On prend le temps qu'il faut pour se poser dans cette tente berbère, bédouine, pardon, pour, Mm. euh, pour se requinquer et repartir sur les 10 derniers kilomètres qui ne seront que du sable mou. Ah ouais. Et sur des une petite ascension, hein, ça sera plutôt une succession de faux plats, pas forcément très agréables les faux plats parce que tu sais jamais quand ça s'arrête. En fait, Ouais. tu vois pas que tu es en train de monter un faux plat, c'est tes jambes qui te disent ah bah là on est en train de monter mon pote là, mais tu t'en rends pas forcément compte. Et alors quand c'est 1 kilomètre ça va, mais sur les 10 derniers kilomètres ça a été un petit peu compliqué. Et puis au loin, on entend le bruit, on entend les sifflets des concurrents qui arrivent. On se dit, ben tiens, on ne doit pas être très loin et on voit cette arche. On arrive au camp de base et là, on a 75 kilomètres dans les pattes. Et Ouais. là, on se dit, waouh, on a fait les 75. Voilà, demain, on a 25 à faire, mais demain, ça se fera dans une autre façon d'être, dans une autre. Mm. Je trouve pas ce mot parce que voilà, il y avait les 25 de la veille où c'était compliqué. On a eu les 50 aujourd'hui où là c'était très Mm. compliqué, c'était le gros de la course. Demain c'est 25, donc demain il faudra pas merder parce que c'est là-dessus que ça va se jouer. Les 25 Mm. derniers kilomètres, on a fait le plus difficile, donc on aurait peut-être tendance à se détendre, à se déconcentrer. Moi, c'est ce qui s'est passé en l'occurrence sur le semi-marathon des sables. Là. Je me suis Ouais. déconcentré, j'ai pas vu le caillou, mais j'ai posé mon pied sur le caillou, ma cheville a vrillé. T'as 8 kilos sur le dos, t'es emporté par le poids de ton sac, tu tombes dans les cailloux, enfin Ouais. dans des rochers, tu te dis putain, je vais me péter le bras. Et en fait, c'est pas le bras, c'est la cheville, et t'es à 15 kilomètres de l'arrivée, et le tout vite te dit, bah, tu reviendras l'année prochaine. Donc, je voulais pas Mm. réitérer ça sur Mm. sur cette épreuve. Ouais. On passe la ligne d'arrivée, on a soif, on n'arrête pas de boire. Hein. Je suis allé uriner, les urines étaient sombres, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. Entre, Mm. le- entre la ligne de départ du 50 kilomètres le matin et la ligne d'arrivée, j'ai bu 6 litres et demi d'eau, Ah ouais. rien Ah que oui. pour ce 50 kilomètres. Mm. Il a fallu boire avant, bien sûr, hein, s'hydrater durant la nuit, parce que la veille, on a aussi chauffé, hein. Donc, et il a fallu continuer à s'hydrater. Hein. C'est pas parce qu'on a passé la ligne d'arrivée que les reins s'arrêtent de fonctionner. Ah ouais. Et on continue à filtrer. Et donc, il faut continuer à s'hydrater longtemps après l'arrivée pour Ouais. que le Surtout que corps puisse. c'est pas la fin, puisque tu disais qu'il fallait repartir pour 25, hein, pour terminer, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, voilà. Hein. Donc le soir, un petit repas bédouin avec les autres concurrents où on a échangé, on a rigolé sur certaines anecdotes que l'on a pu faire durant la journée, des échanges. L'atmosphère se détend parce qu'on est arrivé on a passé le plus gros et on a une pensée pour nos copains qui sont sur le 180, eux qui vont marcher pendant 3 jours non-stop. Ouais. Euh, donc on a une pensée pour eux et on se dit bah, ils sont où et on a des nouvelles des organisateurs qui nous disent bah, il y a un tel qui est passé au checkpoint, il a repris et voilà et on apprend que l'Ukrainienne qui le premier jour a raté euh, la réunion d'information n'a pas entendu une information capitale, donc tout se fait en anglais bien entendu et comme elle n'était pas là elle n'a pas entendu qu'il y a un endroit il fallait pas se tromper de balise et je te le Ouais. donne en mille, elle s'est gourée de balises, elle fait 20 kilomètres de plus. Ah oui. Eh oui, c'est pas rien. Donc, c'est pas rien, 20 kilomètres de plus, quand déjà tu pars sur un 187 et que tu as 20 kilomètres de plus à faire, Ah t'es bah oui. plutôt mal barré. T'es plutôt mal barré. Sauf que Ouais. c'est un petit bout de femme exceptionnel. Non seulement elle survole l'épreuve, mais elle termine première. Ah ouais. Un avion de chasse. D'une Quel est, gentillesse. Oui. quel a été votre état un peu émotionnel là, durant cette course? Alors, les émotions, on ne s'est pas épanché sur le sujet tout le temps où on était dans la compétition. Ouais. Euh, il reste une étape, hein, il reste une étape de 25
Ouais. Et on veut pas se laisser déborder par nos émotions tout de suite. On sait Hmm. que l'épreuve du lendemain, et d'ailleurs ça s'est confirmé, sera peut-être moins compliquée, mais néanmoins avec quand même quelques petits pièges et il faudra pas tomber dans les pièges et il faudra pas la sous-estimer cette épreuve. Mhm. Donc on passe une superbe soirée typique hein, avec les Bédouins. Le lendemain, lever, toujours ce rituel. On ne change rien, ça fonctionne, donc on continue. Je prépare mes affaires, je vérifie celles de ma femme qui vérifie les miennes. On regarde si nos montres ont été chargées, si nos lampes fonctionnent, enfin, si on a tout ce qu'il faut dans le sac. On réitère tout le temps la même checklist, de la même façon, de telle façon à ne rien oublier. Et on part sur la dernière étape, et là, on sent très vite que l'ambiance n'est plus du tout pareille. On est sur la dernière étape, c'est beaucoup plus cool. Si on fait pas l'idiot, on va finir les 25 kilomètres. Donc là, on s'offre le luxe de s'arrêter, de prendre des photos avec des trailers sur les 7-8 premiers kilomètres. Ça rigole, ça blague, ça se charrie. Et puis ensuite, on repart dans l'épreuve. On sait que on va y arriver parce que on sent poindre kilomètre après kilomètre cette énergie. Tu vois, quand tu sens l'appel de Hmm. l'écurie, là, t'es plus très loin. Tu te dis, Hmm. ouais, on est sur le point d'y arriver. Attention, je ne dois pas me déconcentrer. Souviens-toi, Fred, au semi-marathon des Hmm. Sables. Voilà. Donc, je me déconcentre pas. Sur les 5 derniers kilomètres, il y a une dune à monter encore. Mhm. Elle est terrible. Il y en a même plusieurs qui se suivent. Hein. Donc, elles sont terribles. C'est du sable mou. Et là, il fait déjà très chaud. Il fait pas loin de 40 degrés. Carole est complètement HS. Elle me dit, écoute, pars devant. Moi, je vais finir comme je peux. Mais voilà, donc je pars un petit peu devant parce que marcher trop lentement, ça me fatigue. Donc, mais je l'ai toujours en visuel, je ne la perds pas de vue, même si je suis à 1 kilomètre ou 1 kilomètre et demi devant. Je me retourne régulièrement pour savoir si elle est pour voir si elle est toujours dans la course. Je m'inquiète pas pour elle parce qu'il y a d'autres concurrents qui sont aussi à bout de course, donc ils ont décidé de rester ensemble pour cheminer et donc pour se mettre en sécurité. Donc ça c'est pas mal, mais il est hors de question de passer la ligne d'arrivée sans elle, bien entendu. Mhm. Euh, je vois un groupe de 3 coureurs devant moi qui commencent à attaquer la dune en marchant. Je les ai en ligne de mire à 100 mètres, je les rattrape relativement rapidement et je réitère ce que j'avais fait la fois d'avant. Je suis dans mon calcul de foulée. Je ne déroge pas et je grimpe, j'avale, j'engloutis cette dune. Je les fume encore. Ils me disent mais t'es incroyable. Je leur dis merci, mais c'est un merci machinal parce que j'ai entendu que c'était un compliment, mais je décide de pas m'arrêter. Je descends cette dune, je prends un virage et je vois au loin la ligne d'arrivée. Et là, l'état émotionnel est, là, tu te dis, ah, j'ai réussi, j'ai Hmm. gagné. Je suis pas le premier, mais c'est pas grave. J'ai fait sauter des verrous, j'ai galéré, j'ai pesté, j'ai rigolé, j'ai pas pleuré, mais j'en étais pas loin. Et tout de suite, je me dis, il est hors de question de passer la ligne d'arrivée sans mon épouse. Donc, je fais demi-tour et je refais 1 kilomètre dans le sable dur pour aller la récupérer. Elle en peut plus, mais dans l'énergie du désespoir, elle voit la ligne et là, tout de suite, le sourire, les larmes, l'énergie qui revient. Elle repart, mais sur une vitesse on doit être en allure à peu près 8,05 en allure. On descend même en Ah, dessous de 8 et on mhm. est quasiment à 7 et demi en Mhm. vitesse et on Ouais, passe la ligne d'arrivée ensemble. Et donc d'accord. là, on est ex aequo parce que sur l'ensemble des étapes, comme nous avons passé les lignes d'arrivée ensemble, on est ex aequo Ouais, tous les deux pour nous départager. Donc j'espère. unis à la vie, mais unis dans les épreuves désertiques du désert. Et aujourd'hui, justement, qu'est-ce que vous gardez comme, comme saveur de cette course ensemble, unis? Euh, on n'envisage plus de faire des épreuves l'un sans l'autre, dans cette, en tout cas, dans ce type d'épreuve.
On en a une en ligne de mire. Malheureusement, ça fait 2 années de suite qu'elle est annulée. On s'est essayé deux fois dans le désert, plusieurs fois dans le désert. Là, normalement, cette année, nous aurions dû faire un 100 km en Islande. Donc là, on serait passé de 40 degrés à quasiment -10, -15. Mhm. Les équipements ne sont plus les mêmes, les entraînements ne sont plus les mêmes, les façons d'évoluer ne sont plus les mêmes non plus. On garde, nous en tout cas, ensemble, le fait de d'avoir vécu ces difficultés, parce il y a de la difficulté, hein. Là, je le raconte, ça a l'air simple, mais je peux te garantir que c'est tout sauf simple. Il faut penser à beaucoup de choses. Et le fait de l'avoir fait à deux, c'est une sécurité, parce que l'un a veillé sur l'autre, et l'autre Mm. aussi. L'un a vérifié la checklist de l'autre, et inversement. Et on a fait un binôme d'enfer. Mm. Et au-delà de ce partage euh, sportif, il y a cet échange qui fait que les liens se resserrent. Mm. Et ça, c'est exceptionnel. On l'a fait. Je l'ai pas fait tout Mm. seul. J'aurais pu le faire plus rapidement. Elle avait pas le niveau d'entraînement que moi j'avais parce elle a eu plusieurs sciatiques. Mm. Elle aurait pu marcher plus rapidement si elle n'avait pas eu ces problèmes. Mais c'est pas grave. Le but, Mm. c'était pas de faire une performance chronométrée. C'était de profiter de la chance que nous avons de pouvoir le faire ensemble et de profiter de cette chance de pouvoir le faire dans un désert magique. Et aujourd'hui, quand on raconte ces épreuves, lors de soirées avec des amis, on a encore du sable dans les oreilles et dans les godasses, c'est sûr. On y retournera. Bah, ça s'entend, hein, et ça se ressent dans ce que tu nous es en train de nous livrer, comme carte postale. Je fais de la marche nordique pour ça. Pas que pour ça, mais pour ce genre d'épreuve. Lorsque j'ai commencé la marche nordique, c'était à la suite d'un accident de moto. La première fois où j'ai fait mes 10 kilomètres en marche nordique, mais j'ai failli écrire au journal quotidien du Point pour dire, eh oh les gars, je les ai fait mes 10 kilomètres. Mm. Et puis de 10 kilomètres, je me suis dit, bah, si je peux en faire 10, je peux peut-être en faire 15. Et puis si je peux en faire 15, je peux peut-être les faire à une certaine vitesse. Et puis quand j'ai atteint cette vitesse, bon ben, on peut peut-être y ajouter un peu de dénivelé. Et pierre par pierre, chemin par chemin, épreuve après épreuve, parce que ça n'a pas été, j'ai pas navigué le vent dans le dos, hein, ça n'a pas été simple. Il y a eu des blessures, il y a eu de la casse, il y a eu des chutes, il y a eu des moments de faiblesse. Il a fallu se relever. Il y a des choses que je faisais pas bien, il a fallu corriger. Il a fallu se former. Il a fallu faire tout un tas de choses. On n'y arrive pas du jour au lendemain. On ne naît pas sportif, on le devient. Et aujourd'hui, ben le club que j'ai, ben, c'est mon empreinte, c'est l'ADN que je transmets. Et aujourd'hui, je suis plus le seul à aller dans le désert en marche nordique. Et Mm. puis, on a des amis qui sont allés, on a des amis qui nous accompagnent la semaine prochaine pour le 56 km nocturne sur la côte d'Opale. On Mhm. a des amis qui ont fait les 100 km d'une compétition locale et qui ont réussi. Quand je parle des amis, c'est des amis du club, hein. Donc, Mm. on a insufflé cette nouvelle facette et peut-être aussi cette nouvelle façon de faire de la marche nordique pour essayer de la démocratiser, de la rendre peut-être un peu plus sexy. Parce que moi, quand on me parle de marche nordique, on me dit, ah ouais, c'est le truc pour les personnes âgées, c'est ça, pour les seniors. Oui, c'est vrai, mais pas que. Aussi, mais pas que. Aussi, et heureusement qu'il y a ça pour nos seniors, mais pas Ouais. que. Il n'y a pas que ça. Tu peux faire aussi de la Mm. compétition. Moi, j'en fais pas parce que ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais été séduit par les podiums, mais il y a ceux qui sont faits pour ça et qui réussissent très bien. Et donc, voilà, il faut peut-être pas dépoussiérer, mais rendre peut-être un petit peu plus sexy la marche nordique et il y a plusieurs facettes. Moi, j'y Mm. exploite et je travaille sur ce type
de promotion de la marche nordique. Mmh. Mmh. Écoute, nous sommes bientôt à la fin de cette carte postale jordanienne et de cette aventure que tu as vécue. Tu sais, avant de poster la carte postale, des fois on rajoute un petit nota bene. Qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce que peut-être on n'a pas évoqué et que tu aimerais rajouter? Euh, ce que je fais, tout le monde est capable de le faire. On ne naît pas sportif, on le devient. Et ça se travaille. Et si peut-être que quelques-uns, en entendant cette carte postale, voudront peut-être aller dans le désert, allez-y. Même si c'est pas pour un 100 km, même si c'est pas pour un 50 km, même si c'est juste pour un 20 km, à chacun son Everest et chacun peut le monter. Si moi j'y arrive, tu peux y arriver. Les rêves ne s'exaucent que si on y travaille. Voilà. Mmh. Si tu as un Mmh. rêve, bosse. Et si tu bosses, tu vas y arriver. Mmh. Bah, écoute, je crois que Fred, là, tu as tout dit sur cette belle note de fin. Je te remercie beaucoup pour ce partage, encore une fois, très riche en émotions. On sent toute ta passion et toute cette envie d'aller de l'avant avec tes bâtons. Et ça, Ouais. j'apprécie énormément que d'échanger là-dessus avec toi. Et et c'est peut-être parce qu'on a aussi cette fibre commune qui est celle d'être peut-être, alors des électrons libres de la marche nordique, je ne sais pas, mais en tout cas des gens qui explorent et qui partagent des choses. Mm, mm, La marche nordique, c'est fantastique parce que tu peux la décliner en plein de choses, en marche nordique athlétique rapide, en randonnée, en itinérance, ou en trail ou en ultra. Voilà, moi c'est ça mm, qui m'intéresse, c'est de communiquer, de me former parce que je me suis beaucoup formé et informé. Et mm, aujourd'hui, c'est de rendre, de partager ça et dire c'est possible, mm, c'est réalisable, tu peux le faire. mm. Bah écoute, de toute façon, je m'indiquerai quand même tes coordonnées sur Facebook, comme ça, si les Ouais, bien gens sûr. se prennent l'envie de justement de réaliser leurs rêves et qu'ils ont envie d'échanger avec toi, de partager ton expérience et voilà, de s'enrichir, je pense qu'ils pourront te contacter comme ça, si tu es d'accord avec ça, Bien sûr, absolument, pas de hein. problème. Parce que c'est aussi ça l'objectif de ce carte postale, c'est de créer du lien et de partager ses expériences, aussi bien de parcours, mais aussi de vie humaine. Donc, bah écoute, je te remercie grandement, Fred, pour cette belle carte postale de Jordanie. Merci à toi, avec plaisir. Salut bien ton épouse Elle de est au ma travail, part, j'y et manquerai puis à pas très lorsqu'elle bientôt. rentrera. Et puis, je Ouais. te tiens informé de mes prochains défis, Ah parce que bah écoute, je serais j'appelle ça ravi des défis. de pouvoir reposter une nouvelle carte postale avec toi, hein. Ouais, Et, ouais, et puis je donne rendez-vous sur les différentes plateformes si vous voulez écouter. Maintenant, je mets aussi sur YouTube les podcasts en fin de chaque saison. Donc la saison 2, ça j'ai sera vu. pour le mois d'août. Donc voilà. Mais vous pouvez réécouter tous les épisodes sur ma chaîne Nordic Walking Adventure. En tout cas, à très bientôt, Fred. Et puis marche bien et on se donne des nouvelles très vite. Avec plaisir, David. Super. Merci de votre écoute et puis à très bientôt pour une nouvelle carte postale sur le vagabondage nordique. À bientôt. Au revoir Fred. À bientôt. Salut, ciao.